Rebonjour pour ceux qui étaient là et bienvenue à ceux qui ne l'étaient pas. Merci beaucoup d'être nombreux ce soir. On avait un petit peu peur que... Vous savez qu'il y a eu des annulations pour cause de difficultés à se transporter. Des gens n'ont pas pu venir. Et donc on s'est dit qu'avec un trou au milieu, peut-être que, craignons-nous, il y ait moins de gens maintenant pour parler de l'Ukraine. Eh bien, nous avions tort. Voilà. Merci beaucoup d'être là en nombre. Juste un mot, parler de l'Ukraine, c'est pas parler seulement de l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, j'imagine pour beaucoup. Ce qui se passe en Ukraine, la guerre militaire en Ukraine pour le moment, est accompagnée de 4 ou 5 autres guerres. Économiques, d'information, l'énergique. Tout ça sont des guerres qui continuent sans faire de morts pour le moment, mais ce sont des guerres qui se développent ensemble avec la guerre militaire. Et donc, il n'y a pas une personne sur la planète en ce moment qui peut se désintéresser de ce qui se passe sur l'invasion russe en Ukraine parce que ça concerne tout le monde. Et tout le monde est bien d'accord pour penser que si les combats devaient continuer, de plus en plus de gens seraient concernés partout. Parce que si jamais la guerre devait seulement durer ou s'étendre, on imagine bien qu'il y aurait des conséquences sur les 5 continents. Donc voilà. Ce qui se passe en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine est une chose qui concerne absolument tout le monde et peut-être beaucoup plus qu'on ne le croit aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très important. Je n'imaginais pas de faire des rencontres ici à Vichy sans qu'au moins l'une soit consacrée à ce qui se passe en Europe pour la première fois depuis 1945. Voilà les raisons du choix de cette... Je voulais dire une chose aussi. On mesure mal combien en France les gens sont attentifs à ce qui se passe. Et la solidarité exceptionnelle qu'il y a eu pour les Ukrainiens après le 24 février. Vous voyez le maire, monsieur le maire qui est là, nous disait que dans la semaine qui a suivi, on n'a pas attendu, dans la semaine qui a suivi, entre le 24 février et le 2 ou 3 mars, 5 camions, des grands camions, sont partis déjà de Vichy pour aller en Pologne. Et ensuite, les Polonais amenaient ça en Ukraine. Pour vous dire l'émotion que ça a été pour que dans une ville... Et ce qui s'est passé à Vichy s'est passé dans des dizaines et des dizaines de villes en France. Il y a eu un élan de solidarité comme jamais il y a eu, au moment même où, vous le savez comme moi, dans la presse, on dit qu'en France, on n'aime pas les étrangers et que les étrangers, il y en a toujours trop. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine a eu un effet énorme sur toute l'Europe et immédiatement. Et le maire me disait qu'il y a une trentaine de familles qui sont venues dès les premières semaines de la guerre et qu'elles sont accueillies à Vichy. Peut-être certaines d'entre elles sont ici. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'après l'entretien que nous allons avoir avec Mme Melnichuk, vous pourrez, parce qu'elle n'a pas de livre à signer, mais elle sera à la place des libraires, à la sortie où sont les livres, et elle pourra continuer de discuter avec toutes les personnes présentes ici qui auront envie de lui poser des questions, puisqu'elle est responsable d'une association ukrainienne. Et donc chacun et chacune est invité à lui parler ensuite, autant de temps qu'il sera nécessaire pour que vous ayez des éclaircissements supplémentaires par rapport à ce qui sera dit ici dans les maigres 45 minutes que nous avons. Voilà. Merci beaucoup. Je vais appeler Oksana Melnichuk et on va écouter son témoignage d'Ukrainienne venue en France 11 jours après le début de la guerre. Ça fait juste maintenant 1 an qu'elle est arrivée en France réfugiée. Merci. Bonsoir, Oksana Melnichuk, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, merci beaucoup. Avec vous, ça va. Merci beaucoup tout le monde. Je voudrais vous remercier très profondément parce que grâce à vous, l'Ukraine tient toujours et en sachant que vous êtes derrière nous et vous nous soutenez, ça nous aide énormément. Vous êtes nos ailes dans cette bataille. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à Vichy pour nous parler. Quelques mots sur vous.
Oksana, est-ce que donc vous avez quitté l'Ukraine 7-8 jours après le début de la guerre? Pourquoi en France? Vous savez, c'était par hasard, je ne voulais pas quitter mon pays. J'ai cherché avec ma fille juste les abris pour se cacher des missiles et des alertes aériennes. Vous étiez à Kiev? J'étais à Kiev. Oui, j'étais à Kiev et on est parti d'abord à la campagne, puis chez ma tante dans une ville au milieu de l'Ukraine, et on s'approchait vers la frontière. Et on a eu l'impression que les missiles nous attrapent. Pendant notre vous suivez? Nous suivez. Et en fait, moi, je n'ai cherché que l'abri pour travailler tranquillement parce que dès le premier jour de la guerre, j'étais en contact avec le Parlement français, Parlement britannique, allemand, lituanien. Pourquoi vous étiez en rapport avec tout ce monde? Parce que notre président, il a fait un appel à tous les gens qui s'occupaient de la communication et chacun qui parlait les langues internationales. On a pris chacun notre secteur d'activité. Moi, j'ai pris la France et tout le monde francophone. Et comme c'est la France qui a présidé l'Union européenne à cette époque-là, j'étais tout de suite en contact avec M. Bourlange du Parlement français, de l'Assemblée nationale. Il est député européen, oui. Voilà, et il m'a mis en contact avec tous ses collègues. Et la première question qu'il m'a posée, Madame, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? J'ai transmis cette question à la présidence. J'ai eu reçu tout de suite le liste de demandes, c'était l'armement, bien sûr. Et ce qui était fait, le 25 février, déjà à Paris, il y avait une grande réunion de tous les chefs du Parlement européen. Ils ont travaillé jusqu'à 1h du matin, du 26 février. Et le 26 février, on a eu déjà le premier paquet de sanctions et les paroles très, très assurantes pour nous. Madame, ne vous inquiétez pas, les premiers appareils sont bien partis. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous. Et ça, c'était très rassurant parce que j'ai conversé souvent dans la cave. Et de l'autre côté, en France, je vous attends mal, je vous attends mal. Oui. Et je disais aux enfants qui étaient dans la cave, chut, ne parlez pas forte parce que je n'entends pas non plus parce que la connexion n'était pas très bien, comme vous pouvez imaginer, dans les caves. Et je disais, c'est la France, ils vont nous sauver, ne vous inquiétez pas. Et les enfants étaient comme ça. Oh. Ils ont quel âge, les enfants? Non, mais il y avait une fille de 4 ans, une autre 6 ans, il y avait les adolescents et les enfants de petits enfants, ils ne comprenaient rien, qu'est-ce qui se passe. Mais dès que tu as dit, ne vous inquiétez pas, quelqu'un va nous sauver, ça soulage. Ça soulage, oui. Et moi aussi, j'étais comme une enfant. Dès que j'ai entendu ces paroles rassurantes de l'autre ligne, ne vous inquiétez pas, madame, on va faire tout ce qu'il faut, vous allez recevoir tout ce qu'il faut et tout. Tout ça, vous ne pouvez pas imaginer. Ça, on imagine mal le réconfort que ça peut être, ou soulagement. Ouais. Soulagement, parce que le pire dans la tragédie, dans le malheur, c'est quand tu te retrouves seul à seul avec cette malheur. Mais dès que tu as un soutien, dès que tu le sens, d'ailleurs, ce soutien, ça, c'est vraiment incroyable. Et je vais vous dévoiler un petit secret. La chose qui m'a énormément énervée, bien sûr, j'ai commencé à regarder toutes les chaînes internationales. Et le CNN m'a vraiment tuée parce que le présentateur, il a dit, c'est intéressant combien de temps les Ukrainiens vont tenir. Vont tenir, oui. Vous pouvez imaginer ça? J'aimerais bien rencontrer cette journaliste après notre victoire, à vrai dire. Mais contrairement de ça, l'Europe était avec une... Les Européens ont trouvé les mots incroyables pour nous soutenir. Et comme je suis très pro-européenne, je me disais, c'est ça la victoire de l'Europe. C'est ça la victoire de la culture européenne. De trouver les mots, de trouver les gestes. Parce que bien sûr, c'est l'action qui compte, mais les paroles et les gestes, c'est compter aussi beaucoup. Parce que quand tu es perdu, comme nous, on a été perdus le premier jour, c'est très important de savoir qu'il y a les gens qui sont plus calmes, qu'ils connaissent les solutions, et que tous ensemble, on va aboutir. Mais vous savez, l'Europe, des siècles de guerre. On connaît la musique, si j'ose dire. C'était un miracle, ce qui se passe depuis 1945 en Europe, ça ne s'est jamais connu depuis 2000 ans, 3000 ans. Oui. L'Europe n'a cessé de mourir à 20 ans jusqu'en 1945. Et tandis que nous, l'Ukraine était toujours très fière qu'après la chute de l'Union soviétique, on n'a eu jamais aucun conflit sanglant chez nous. Et on a toujours été fiers d'avoir l'indépendance sans la guerre. Et voilà, maintenant, on la paye en total. Et où avez-vous appris le français, alors?
Le français, Vous êtes né sous l'Union soviétique, vous? Je suis née en Union soviétique. Vous étiez Kiev était la capitale de la République soviétique ukrainienne. République soviétique ukrainienne. Et dans notre école, on apprenait le français. Ah oui? Et j'étais mécontent parce que tout le monde écoutait Beatles et Pink Floyd et apprenait anglais. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais apprendre le français. Et ma mère, il a adoré Dalida, Jodassin. Il a dit, mais c'est très beau. C'est là où il faut aller. C'est très beau et tout. Et après, il y avait Trois Mousquetaires. Et après, il y avait Hélène Margot. Et après, il y avait toute la littérature. Après, il y avait Notre-Dame de Paris. Et là, j'étais amoureuse de la langue et de la culture française. Et j'étais heureuse que j'ai eu cette chance d'entrer dans l'école unique dans notre quartier. Il y avait une seule classe de français, oui. Oui. Alors maintenant, vous êtes responsable d'une association qui s'appelle Unis pour l'Ukraine. Oui. Quel est le but de cette association, alors, parce qu'il y en a plusieurs en ce moment? Le but de cette association, c'est donner une aide. Qui est membre d'abord? Vous savez, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. J'étais encore en voiture parce que j'étais récupérée par les artistes français. Il y avait le directeur de théâtre La Tête Noire d'Orléans et un comédien de ce théâtre d'Orléans qui m'ont appelé. Ils ne me connaissaient pas. Hein. C'est quelqu'un qui a donné mes coordonnées. C'était par Facebook comme ça. Madame, on amène l'aide humanitaire à la frontière. Est-ce que vous voulez revenir avec nous en France? On peut récupérer les gens. On peut récupérer des gens, oui. Et ils ont récupéré pas moi, mais il y avait 9 personnes dans cette minibus. Et déjà pendant la route, j'ai reçu un appel de la part des journalistes français avec qui j'étais en contact pendant cette semaine quand j'étais en contact avec le Parlement français. Et on m'a dit, Oksana, on va te mettre en contact avec une personne qui vient du monde industriel, qui veut absolument aider l'Ukraine. Voilà, réponds absolument. Et ce monsieur, il m'a appelé. C'est une Butler Industries, c'est une très grande société française d'investissement. Et il voulait donner une aide avec l'adresse exacte. Et bien sûr, j'ai eu toutes les adresses déjà sur moi en Ukraine. On a commencé, même pendant la route, on a déjà commencé à récolter, à mettre en contact les gens. Et en fait, cette Butler Industries, ils ont réuni les autres industriels français qui, pendant le premier jour de la guerre, ils ont donné beaucoup d'argent pour envoyer les gilets pare-balles, pour envoyer tout ce qui était la vision de nuit, donc vision nocturne, tout ce qu'on a été besoin et tout ce que les petites associations des volontaires ne pouvaient pas acheter parce que ça coûte quand même très cher. Et comme ça, on a fait aussi les concerts. On a fait beaucoup de concerts parce que l'un de ses membres, il est propriétaire de Paradis Latin. Et il a mis son salle à disposition pour faire les concerts parce qu'il y a chaque jour les concerts. Il a annoncé chaque soir, il a annoncé à la public que tout l'argent payé vont partir en Ukraine. Et ces concerts, il a appelé Unis pour l'Ukraine. Les premiers jours de la guerre. Et comme ça, on s'est dit que ce serait bien de garder cette... Et après, il y avait beaucoup d'autres associations qui étaient nommées comme ça. Il y a même une grande association internationale qui s'appelle United for Ukraine. La traduction anglaise, oui. Ça veut dire que tout le monde est uni pour l'Ukraine aujourd'hui. Ouais. C'était dans les premiers jours de la guerre, disons les 15 premiers jours, entre le 24 février et le 10 mars, c'est vraiment l'Europe qui a été en contact direct avec l'Ukraine. Oui. C'est l'Europe qui a apporté, avant les Américains, avant tout ça, parce que les Américains c'est loin, etc. C'est l'Union européenne qui a été la plus active en tout cas, non? L'Union européenne, je rappelle que c'est la France qui présidait l'Union européenne, oui, et la France, elle a vraiment été leader. Et je peux vous dire que dès les premiers jours, j'ai reçu une précaution très stricte de ne pas parler de l'armement dans la presse. Donc personne ne connaissait que la France livre quelque chose. Livrait beaucoup. Mais après, il y avait cette parade, j'appelle ça une parade d'orgueil, parce que chacun essayait de montrer que moi, je livre plus que les autres. Et je gardais toujours cette précaution des Français de ne rien dire. Et je trouvais ça absolument injuste que tout le monde parle, tandis qu'une seule France qui livre. Et je demandais, est-ce que je peux le dire? On m'a dit non. Donc, on n'a pas prononcé un seul mot sur l'aide française, jusqu'à quand c'est devenu déjà internationalement connu que tout le monde livre l'armement. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler. Mais je rappelle que les premiers canons qui ont été décisifs, c'était César. Et la protection de la défense du ciel de Kiev dès les premiers jours, c'était grâce aux livraisons françaises. Non, mais c'est bien que
tout le monde ici sache que, sans le dire, la France était le premier pays à aider l'Ukraine dans les 2 premières semaines. Oui, c'était considérable. Et ce n'était pas des petites choses. Ça a probablement été essentiel pour les premières défenses de l'Ukraine. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui vont en action. Voilà. La France, elle ne parle pas beaucoup, mais elle va en action. Alors, on connaît tous il y a un mystère dans cette affaire, dans cette guerre entre l'invasion russe et l'Ukraine. Tout le monde, mais alors tout le monde l'admet maintenant aujourd'hui, comment les Ukrainiens ont-ils fait pour résister? Personne ne croyait à la guerre. Vous-même, vous saviez que la guerre allait avoir lieu ou pas? On ne croyait pas. Vous savez, tout le monde nous a parlé, voilà, bien sûr. Bien sûr, tout le monde a parlé que ça amasse autour de la frontière et tout. Mais on ne pouvait pas imaginer. On a été comme vous. Le 23 février, j'étais à l'Opéra de Kiev et regardais Roméo et Juliette de Prokofiev parce que c'était l'anniversaire de ma fille. Et j'ai eu les appels, les SMS de la part des amis français. Mais Oksana, il faut faire attention. Mais comment ça va? Je dis, mais arrêtez la panique. J'ai calmé mes amis européens en disant, mais pas de panique. Et parce qu'on a pensé qu'il y aura quelque chose à la frontière. On a pensé que peut-être à Donbass, ça va réactiver le front. Mais on ne pouvait jamais imaginer dans la vraie invasion. Une vraie invasion avec la violence pareille. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'au bout du compte, beaucoup de gens étaient comme vous, vivaient en Ukraine, en n'imaginant pas qu'une vraie invasion se préparait. Et que ce peuple, qui ne s'attendait pas à la guerre, de cette ampleur en tout cas, ait pu résister à 30 000 hommes qui étaient prévus depuis des mois et des mois, dont les plans étaient précis, à Kiev, l'aéroport, etc. Comment les Ukrainiens qui ne s'étaient pas préparés à une guerre, comment ont-ils pu résister? Alors d'abord, quand les Russes ont raté la possession de l'aéroport, combien de personnes étaient là pour défendre l'aéroport qui était l'objectif de centaines d'avions et d'hélicoptères? Comment ils ont fait? Combien étaient-ils? Vous savez, je ne peux pas vous dire la quantité exacte parce qu'il y avait, je ne suis pas très fort en militaire, mais il y avait 2 groupes. Des gardes civils. C'était la garde civile, mais il y avait aussi ce qui s'appelle le renseignement aéronautique. Les gens de renseignement aéronautique qui utilisaient les drones qu'on utilise dans la vie civile. Ce n'étaient pas les drones militaires du tout. Oui, c'était les drones du commerce. Voilà. Et puis, il y avait aussi les services spéciaux qui sont venus en hélicoptère pour empêcher les avions Ilyushin, avec le descente russe, pour les empêcher d'atterrir. Et en fait, on a pris la solution, on a sauté la piste d'atterrissage pour éviter. Ilyushin, il y avait 8 avions bourrés de descente et de l'armement qu'ils ont tourné en Biélorussie en attendant quand la piste sera libérée. Et il n'était pas libéré, il était endommagé à tel point qu'il ne pouvait plus atterrir. Il ne pouvait pas atterrir. Et puis les soldats, les défenseurs, comment ça s'appelle, la défense civile, ils ont tiré par leur Kalachnikov primitif sur les hélicoptères. Et on a détruit à peu près 8 hélicoptères comme ça. Et les Russes, ils n'entendaient pas du tout notre riposte comme ça, le riposte comme ça. Et puis, on a eu aussi la colonne de 65 km. De chars, oui, les fameux chars, de l'armement lourd. Il y avait 30 personnes seulement avec les drones qui ont réussi à endommager la colonne à tel point qu'elle était... Ils ont paralysé, ils ont paralysé complètement le mouvement, oui. Et ça donnait un tel courage, ça durait 2-3 jours seulement. Mais pendant ces 2-3 jours, on a la seule question qu'on s'est posée quand on s'est rappelé entre nous, c'est où est-ce qu'on donne l'arme? Parce que la décision a été prise de donner l'arme à tout le monde qui veut s'armer. Et à Kiev, on a distribué à peu près 70 000 comment ça s'appelle, les fusils d'assaut. Les fusils. Et il y avait même une sorte de bagarre entre les femmes et les hommes, parce que les hommes ne laissaient pas partir femmes prendre ses armes. Ils ont dit, prenez. Les hommes, ils nous ont donné une ordonnance.
vous prendrez un enfant, vous partez, dégagez, laissez-nous le territoire pour qu'on puisse travailler tranquillement, parce que vous nous gênez ici. Et c'est vrai, il y avait toutes les colonnes des gens, des femmes en voiture avec les femmes et les animaux surtout, qui partaient de Kiev. Et il y avait les cas incroyables, par exemple, quand il y avait les chars qui étaient arrêtés par cocktail Molotov, parce que l'entreprise qui était dans les alentours de Kiev, qui fabriquait normalement, c'était une entreprise chimique qui fabriquait les petites cellules pour tout ce qui est la pharmacologie, l'industrie pharmacologique. Ils ont produit au bout de 12 jours 10 000 Kalachnikov. Ils ont plaisanté après, quand tout est finissé, quand j'étais déjà à l'étranger, en France, ils m'ont demandé: tu ne veux pas vendre quelque part 3000 Kalachnikov? On ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas utilisé. Voilà, donc c'est rigolo de raconter comme ça maintenant, mais là-bas, vous savez, à ces jours-là, on était tellement mobilisés, on n'a eu pas peur. C'est ça, moi j'étais étonnée, on n'a eu pas peur. D'ailleurs, Zelensky, il a très bien expliqué cet effet. Il a dit que quand il a visité Londres, avant la guerre, on a lui fait s'asseoir dans le fauteuil de Churchill. Ah oui, il est allé il s'est assis aux communes. Oui. Voilà, et on l'a demandé tout de suite après: qu'est-ce que vous sentez? Il a dit: j'ai ressenti quelque chose. Et maintenant, pendant la guerre, il a dit: maintenant je peux vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti. Quand tu es dans le fauteuil de quelqu'un de courage, ça veut dire quand tu es dans la peau, quand il faut se battre, la courage t'envole comme ça, t'en prend, il t'emporte. Et tu n'as pas le choix. Tu es emporté par cette sensation de courage. Peut-être c'est le stress, peut-être c'est l'adrénaline. Mais la courage, c'est quelque chose, si ça te prend, après invincible. Tu vas en avant seulement. Tu ne connais pas le mot derrière. Juste un mot quand même sur le nombre de personnes qui ont quitté l'Ukraine juste dans ces jours-là. Plus de 10 millions. En tout, je veux dire, qui ont quitté... Exil intérieur et extérieur, c'est-à-dire des gens qui ont été obligés de déménager en Ukraine. Les premières 12 mois, il y avait à peu près 8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Qui ont quitté l'Ukraine à l'étranger, en Europe. À l'étranger, oui. Et plus les réfugiés intérieurs. Et les réfugiés intérieurs, c'est 2,5 millions. Mais il faut dire qu'après le mois de mai, vers septembre, 6,5 millions sont rentrés. Mais enfin, vous vous rendez compte, 10 millions de personnes qui ont été obligées de quitter chez eux en 3 semaines. Oui. C'est le plus grand exode que l'Europe ait connu depuis 1945. Quand même 80 ans. Alors, on se demande comment cette nation, qui est décrite par les Russes comme étant une nation inventée, que tous les Ukrainiens sont finalement russes, qu'ils ont toujours été russes, que cette histoire d'Ukraine, c'est une invention de quelques personnes, en plus, paraît-il, occupée ou dirigée par des nazis. Mais sur la question même de l'Ukraine, les Russes, le pouvoir russe, en tout cas le pouvoir, a pensé que l'Ukraine n'existait pas. C'était prévu pour durer quelques jours parce que, dans leur esprit, c'était une certitude absolue. L'Ukraine n'existe pas, n'a pas de culture, n'a pas de dirigeants, n'a pas d'armée, n'a aucune envie de se battre et ne demande qu'une chose, en fait, sans le dire, c'est d'être réintégré dans ce qui était l'Union soviétique et en tout cas reprendre le trajet des Russes. Alors, je vous ai demandé, Roxana, de nous montrer 6 symboles que vous avez sortis de l'histoire de l'Ukraine, parce qu'on connaît tous le drapeau bleu et jaune, mais Roxana connaît 6 dessins, 6 dessins qui représentent en fait ce que c'est qu'être ukrainien. Et ces dessins, tout le monde les connaît en Ukraine. Et quand les gens disent que l'Ukraine n'existe pas, tout le monde a en tête, les 42 ou 43 millions d'Ukrainiens, eux savent ce que ces symboles représentent et que eux, ce sont leurs symboles à eux. Vous pouvez nous les montrer ? Oui, je vais vous expliquer, mais avant de passer à ces diapositives, je voudrais dire que l'Ukraine compte quand même 8000 ans d'existence. La civilisation n'existait sur ce terrain depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais tout le monde a 8000 ans d'existence sur la Terre, vous savez ça. Oui, mais je veux dire que ce que les Russes ne voulaient jamais admettre. Ah oui. Et en fait, cette c'est-à-dire être ukrainien, vous voulez dire. Être ukrainien et
Pourquoi pour les Russes, Ukraine est tellement importante, vital, parce qu'en fait, vous savez, ça c'est une longue histoire à dévoiler, mais en fait, la Russie, ils ont volé non seulement le nom de la Russie de Kiev, mais ils ont volé aussi notre histoire. Et en fait, la tradition ukrainienne, c'est la tradition démocratique, de démocratie directe. On n'aurait connu jamais aucune autorité, ni le tsar, ni le roi. Et tous nos soldats, les Cosaques, les guerriers d'anciens, ils ont toujours fait le serment au peuple ukrainien. Et jamais au tsar, jamais aux dirigeants. Jamais aux dirigeants. Et c'est ça que les Russes détestent chez nous. Parce que la Russie sans l'Ukraine, avec l'Ukraine, la Russie, c'est un grand pays européen. C'est un empire. Mais sans l'Ukraine, c'est un pays. Ce n'est qu'un petit pays asiatique derrière enfin, un petit Chine. Pays. Non, mais derrière Chine et derrière Inde. Oui, enfin, c'est le plus grand pays du monde, et de loin. Mais comme ils ont cherché à être en Europe, mais je vais raconter les détails déjà au fur et à mesure et je vais vous présenter. Allez-y. S'il vous plaît, la première diapositive. Donc, bien sûr, tout est fondé sur les valeurs. Déjà, je voudrais vous dire aussi qu'il y a une recette de la résilience ukrainienne. Elle est très simple. Notre résilience, elle est basée sur 3 principes. C'est adaptation. On adapte à la situation. Adaptation à la situation. C'est la résistance. Il faut résister à la situation. Et c'est auto-renouvellement. L'Ukraine, elle a une capacité de renouveler vous savez, comme les fleurs qui renaissent chaque printemps. Chaque printemps. Et bien sûr, on ne pourrait pas avoir cette recette de résilience si nous n'avons pas la tradition profonde dans notre gène, dans notre racine. On a un dicton qui dit « il faut changer les feuilles, mais il faut tenir ses racines ». Donc, on va plonger maintenant dans les racines très profondes. Et je choisis cette image pas par hasard, parce que ça, c'est une affiche qui a été faite par nos artistes, avec tout le respect pour Delacroix. C'était fait pour 2014, pour le Maïdan de l'Édignité. Nos valeurs, on peut les définir comme la liberté, unité, conscience, vérité et la gloire. Et maintenant, on va passer à la diapositive suivante. Liberté. Liberté, comme je vous ai déjà expliqué, c'est dans les gènes des Ukrainiens. On ne supporte aucune autorité depuis les siècles. Il faut dire que la première civilisation proto-ukrainienne est apparue il y a 8000 ans. C'était une civilisation à découvrir qui s'appelait Tripilia. Et en fait, c'est une civilisation c'est une société qui exprès ne choisit jamais les leaders. C'était toujours la société contre l'État, si vous voulez. C'est la société qui est en autogouvernance, qui était gouvernée par les sacerdotes, dont le rôle était choisir un leader uniquement militaire qui puisse assurer la sécurité. Et si le leader n'arrive pas à assurer ses fonctions, on le change. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité pour l'époque ancienne? C'est qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'innovation et la mortalité ne dépasse pas la nativité. Si le guerrier, le leader des guerriers n'arrive pas à assumer ces critères, on le change. Et avec le temps, cette tradition a été formulée dans la forme d'assemblée nationale qui s'appelait Veche. Et les Maïdan que vous avez vus en 2005, en 2014, c'est une sorte de cette Assemblée nationale Veche. Ça veut dire que quand le peuple n'est pas content de son leader, il vient sur le Maïdan. Maïdan, c'est la place de Veche. Et cette tradition, c'était commencé il y a 8000 ans. Donc vous pouvez imaginer que casser cette tradition, ni par l'armée russe, ni par les répressions, ni par les famines organisées par les Staline, c'était impossible. Donc, liberté, c'est dans nos gènes. Et comme chaque notion, chaque phénomène, il y a les images. Liberté ukrainienne, il est très bien présenté de cet archétype
archétype de Cosaque. Vous voyez, Cosaque, ça veut dire le nom, l'homme armé, mais cet homme armé, il joue l'instrument bandoura, il contemple le ciel. Son arme, elle est fermée. Vous voyez, sa sabre, il n'est pas ouverte. Ça veut dire qu'il est bien armé. Il sait se défendre. Il sait défendre son pays, son terre, mais il ne va jamais en offensif. Il a toujours la mort qui est derrière lui. Il est conscient de son temporalité, de son existence. Mais de l'autre côté, il y a ses alliés. Son cheval, son vrai allié pour défendre sa terre, et sa femme, sa campagne. Il faut souligner aussi que les femmes en Ukraine, elles sont très respectées depuis l'Antiquité, depuis l'aube de la vie, parce que dès l'Antiquité, c'était la mère Diès qui était vénérée par notre civilisation proto-ukrainienne. Et bien sûr, à travers de la mère Diès, c'est tout le respect pour les femmes ukrainiennes. Les femmes ukrainiennes n'étaient jamais forcées au mariage. C'était toujours femme qui choisit. Mais il ne faut pas penser que nos hommes, ils sont sous la coupe. Sous la coupe, pas du tout. Non, c'est autorespect, en fait. Cosaque, il fait son travail, il défend sa terre, il cultive sa terre quand il y a la paix. Sa femme l'attend et il éduque les enfants pendant qu'il est dans les batailles, pendant qu'il est dans les campagnes militaires. C'est pour ça il faut être costaud pour pouvoir cultiver la terre et éduquer ses enfants sans l'homme à côté. C'est ce que toutes les femmes de France ont fait en 14-18. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les archétypes. Ils rassemblent, mais dans certaines civilisations, c'est mis en avant. Dans les certaines, on oublie ou on mélange avec la contemporanéité. Donc, voilà, la liberté, ça vient de là. Et les paroles de notre hymne national, c'est « Nous donnerons notre âme et notre corps pour notre liberté et nous montrerons que nous sommes les frères cosaques ». Ça veut dire que c'est très ancien et ça vient de nos racines. La diapositive suivante, s'il vous plaît. L'unité. Notre unité, vous avez vu tous, il y avait beaucoup de fakes de la part des Russes que oui, il y a l'Ukraine Est, l'Ukraine Ouest, Sud, Nord. Il n'existe pas de ça. L'Ukraine, c'est un pays uni. Et ne reculez pas et n'abandonnez pas. Nous n'avons plus rien à craindre. Ça, c'est vraiment les mots d'ordre des premiers jours de la guerre. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Conscience, ça c'est très important à savoir. Vous connaissez très bien ce symbole, c'est l'armoirie. L'armoirie, on dit l'armoirie de l'Ukraine. Et dans cette armoirie, c'est un symbole qui date milliers d'années. Ça vient de la culture védique. La culture védique, c'est comme en Inde ancien. C'est tout ce qui était c'était la culture proto-slave, c'était avant le christianisme. Et en fait, dans cet symbole, on a un chiffrement de le mot vola. Vola, je n'arrive pas à trouver le mot exact pour le traduire, mais c'est plutôt libre arbitre de soi-même. C'est la conscience que tu es libre arbitre de tes décisions. Et chaque personne peut influencer les processus avec sa propre responsabilité, conscience, surtout quand cette conscience collective est réunie. Et ce que vous voyez aujourd'hui, quand toute la société ukrainienne est devenue l'armée ukrainienne. En fait, en 2014, l'armée ukrainienne a été créée par la société ukrainienne. Donc, nous sommes tous devenus l'armée. Il y a l'armée professionnelle qui est sur le front, mais il y a toute l'armée de la société ukrainienne qui est derrière cette front, qui tient le coup. Voilà, maintenant vous connaissez la signification de notre armoirie, c'est ça. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Vérité et droit. Vérité, pour nous, c'est le mot-clé aujourd'hui, parce que tout le monde était mis dans la nuit de la mensonge, les fake news qui étaient infiltrées par les Russes, en fait. Et nous disons aujourd'hui que cette guerre, c'est une apocalypse, mais apocalypse pas dans le sens de la fin du monde. Apocalypse, c'est le mot grec qui signifiait révélation. Et nous pensons que cette guerre, c'est une révélation pour connaître la vérité. Quelles sont les vraies origines? Qu'est-ce que c'est la vraie Russie de Kiev? Qu'est-ce que c'est la vraie État slave?
Parce que pour les Ukrainiens, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie, ce n'est que la principauté de Moscou qui était formée par les hordes de Mongols qui sont venus dans les forêts du nord de notre principauté, où ils ont retrouvé les autres troupeaux finnois, qui n'étaient pas du tout slaves, et qui étaient toujours, et comme c'était à l'époque, c'était les terres qui appartenaient à la grande principauté de Kiev, il y avait les petits-fils et les petits-petits-fils des grands princes de Kiev qui construisaient les villes, et notamment Moscou. Et en fait, quand les hordes des Mongols sont arrivés sur cette terre, Kiev n'a été jamais sous l'influence de l'ordre. On a réuni avec les Lituaniens et avec les Polonais et on a créé cette république qui s'appelait Rzecz Pospolita. C'est l'union de Lituanie, de Pologne et de l'Ukraine. Donc, et on a été déjà à cette époque-là confrontés aux hordes des Tatars et des Mongols qui, à cette époque-là, occupaient la partie nord de notre grande principauté. D'où cette contradiction. On a resté toujours la République, tandis que les hordes, ils ont quand même imposé le despotisme qui venait du Grand Est. Et notre vérité aujourd'hui, c'est expliquer ça, c'est parler de cette histoire, faire cette révélation et faire revenir notre droit à notre propre histoire qui a été volée par Pierre Ier. Parce que Pierre Ier, il voulait absolument, dans ses ambitions impérialistes, il lui fallait les origines divines. Et comme famille Romanov n'avait pas les origines divines, et comme à cette époque-là, l'Ukraine était sous le protectorat militaire, uniquement militaire de Moscou, il a profité pour prendre l'histoire de l'Ukraine. Il a interdit le mot Ukraine dans tous les manuels d'histoire. Il a, si vous voulez, exproprié notre histoire pour donner pour donner la raison à l'existence de son empire. Donc l'impérialisme russe commence par l'époque de Pierre Ier. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment la page à ouvrir maintenant dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est Walter qui a très bien décrit ça, parce que vous savez que Walter elle correspondait avec Catherine II. Il a très bien compris, il a très bien saisi cette histoire. Il a une citation de Voltaire qui est absolument adorable. L'Ukraine a toujours aspiré à être libre, mais était toujours entourée par les grandes puissances comme Osmanie et comme Moscou. Et il n'a pas eu d'autre choix qu'aller sous le protectorat d'une ou l'autre. Mais elle a toujours espéré être libre. Il a une très belle récit, un très bel ouvrage de Voltaire qui s'appelle L'histoire de Charles XII, roi de Suède, qui raconte très bien ce passage de l'histoire. Je vous conseille vivement de le lire, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. S'il vous plaît, le diapositive suivant, c'est le dernier. Vous avez tous entendu de cette dicton Slava Ukraini, Héroem Slava. Il faut comprendre d'où ça vient. Slave, le peuple slave, et le mot slava, c'est la même racine. Les Slaves proto-ukrainiens, avant le christianisme, avec cette culture védique, c'était les gens qui vénéraient le soleil. Donc le peuple qui vénère et qui glorifie le soleil, on les appelait slaves, parce que glorifier, ça veut dire slaveté. Slavian, slave, c'est celui qui glorifiait le soleil. Les fils du soleil. Les fils du soleil. Et quand on dit gloire à quelque chose, ça veut dire qu'on reconnaît nos racines proto-histoire, que nous sommes tous sous l'influence des divinités célestes. Et en disant gloire, ça veut dire on reconnaît leur influence. Et comme ça, on fait l'appel à leur aide. On croit aussi, les Ukrainiens sont très croyants. Je ne peux pas dire que nous sommes chrétiens, catholiques, orthodoxes. On est croyants. On croit que nos ancêtres nous aident, que les âmes de nos ancêtres nous aident. D'ailleurs, les soldats disent sur le front qu'ils sentent une force incroyable. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les missiles russes ne tombent pas sur leur tête, mais à côté. Pourquoi les missiles russes, ils sautent, explosent sans traverser la frontière. On pense que c'est nos ancêtres, tous les Cosaques, qui sont maintenant tous ensemble montés pour soutenir notre armée. C'est parce que nous prononçons Slava Ukraini, on reconnaît leur force de nos ancêtres. Et la réponse Héroem Slava, ça veut dire gloire aux héros. On reconnaît la
contribution de tous nos ancêtres à toute notre histoire. Cet respect cumul, c'est mutuel. Entre générations. Voilà, ce respect entre générations, c'est ça, c'est une petite astuce, c'est le grand secret de la résistance ukrainienne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et voilà, ce qui est très important, selon la culture védique, le drapeau bleu-jaune, parce que ce drapeau, il a 6000 ans, hein, c'est très vieux drapeau. La couleur jaune, c'est signifié l'or de l'esprit. Non, pas le blé, comme on dit. Non, ça, c'était simplifié par les bolcheviks, un peu vulgarisé par les bolcheviks. Tandis que bleu, c'est la couleur de le monde matériel. Donc, selon les croyances ukrainiennes, l'esprit toujours domine sur le monde matériel. C'est pour ça la culture ukrainienne tenue sans l'État 8000 ans. Parce que nous avons toujours l'esprit qui est dominé sur les intérêts matériels. Et ça, c'est le drapeau correct et on espère bien de le tourner un jour. C'est très important ce qu'on vient de voir, parce que, voilà, on comprend mieux que pour les Ukrainiens, ce soit impossible d'admettre la domination russe. Et on entend beaucoup en France souvent, mais pourquoi finalement ils ont été ensemble pendant assez longtemps, hein. L'Union soviétique, ça a duré quand même quelques décennies. Alors pourquoi d'un coup il serait illégitime que quelqu'un veuille réunir? Non, non. L'Ukraine a des racines extrêmement anciennes et les 70 ans de l'Union soviétique étaient une parenthèse et non pas le but final des Ukrainiens. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi une guerre si atroce, parce que c'est une guerre terrible. Tout le monde le sait maintenant, depuis 1945, on n'a jamais vu un massacre comme ça, des centaines de milliers de morts des deux côtés. De morts et de blessés, c'est-à-dire des choses assez inimaginables pour des gens qui croyaient que la paix serait éternelle. Et donc il y a une espèce de férocité dans cette affaire. Et pour la comprendre, cette férocité incroyable, il faut comprendre que pas simplement les désirs, l'existence des humains sont en cause. Pour eux, c'est où on existe et on résiste, où on n'existe plus. On accepte de se séparer de son existence même, ce qui est un effort impossible à demander à n'importe quel peuple, en fait. Non ? C'est vrai, vous savez, c'est une guerre existentielle. On dit aussi que c'est une guerre des civilisations parce que c'est la guerre entre le monde démocratique et le monde autoritaire. Mais vous savez, chez nous, on disait toujours que l'Union soviétique, c'est une prison des peuples. Comme d'ailleurs l'Empire russe, c'est la prison du peuple. Et pourquoi l'Ukraine s'est retrouvée dans cette prison? En fait, les Ukrainiens, c'est les cultivateurs de la terre. Nous sommes laboureurs. Notre culture, c'est toujours cultiver la terre parce que nous avons le meilleur. Notre terre, elle a la couleur comme ça, noire. Elle est fertile. On dit chez nous, tu mets le tige dans la terre, tu fais aucun effort, il pousse. Vous voyez? Donc, on n'a jamais, on supporte pas faire la guerre, en fait. Nos Cosaques, c'était les gens qui ne voulaient pas que les Tatars et les Mongols font leur campagne militaire tout le temps sur notre territoire. C'est pour ça qu'ils ont laissé les campagnes avec les terres cultivées et on a occupé toutes les steppes à côté de Crimée et à Donbass, toutes les zones comme tampons, moins fertiles, oui. Pour ne pas laisser les envahisseurs venir. Et en fait, si on a permis certains peuples aller sur notre terre, c'est parce qu'il nous a assuré la protection des hordes de l'Est, en fait. En contrepartie, on a fourni le blé. C'était avec les Grecs, c'était avec les Sarmates, c'était avec les Scythes. Il y avait tout, pendant 6000 ans, on a toute la parade. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé, mais même Hérodote et Homère, il pareil. Et Achille, d'ailleurs, était inhumé sur l'île des Serpents. Et c'est sur cette île on a caché son bouclier d'or, qui est pas, il paraît, selon la légende, c'est lui qui détient le bouclier d'Achille, tient le pouvoir, la victoire. C'est pour ça l'île de Serpent. Les Ukrainiens ont réussi à la reprendre.
Et on a supporté bien les Polonais, les Lituaniens, parce que c'était toujours les républiques, c'était toujours l'alliance. On donnait le blé, en contrepartie, on a reçu la sécurité. Les Polonais, ils ont violé cette balance parce qu'ils voulaient nous imposer leur religion. Et comme on est très anarchique, on ne supporte aucune autorisation, le pouvoir autoritaire, on a commencé la révolte contre les Polonais. Et les Russes, ils ont été très malins. Ils nous ont proposé l'aide. Et naïvement, on a pensé que c'est l'aide militaire, comme c'était pendant les siècles. On l'acceptait. Et après, au fur et à mesure, les Russes, ils ont commencé vraiment à violer nos droits. Et chaque fois, on s'est révolté. C'était le cas de Mazeppa, dont Voltaire a bien décrit. C'était le cas au XIXe siècle, pendant tout le siècle, que le tsar russe, elle m'a même interdit le langue ukrainien, parce qu'il ne supportait pas. Dès qu'il y a une Ukrainienne, il y a une révolte. Mais Holodomor, 4 millions de morts. Et le XXe siècle, c'est la culmination, parce que Holodomor, c'était la tentative des bolcheviks communistes exterminer le peuple ukrainien, parce que c'est les paysans ukrainiens qui sont porteurs de notre culture, de cette révolte. Ce sont les porteurs de culture parce que c'est eux qui cultivent la terre. Oui. Et 4 millions de morts. 4 millions, c'est un chiffre très modeste. Ouais. Maintenant, il y a les 31, chiffres 32. qui vont jusqu'à 8 millions de morts, à peu près. Alors, il y a un phénomène dont on entend parler, et j'aimerais que vous nous disiez la vérité sur ce point. On sait que, et c'est un des scandales de cette guerre, que des enfants sont pris par les Russes, qu'on sépare les enfants des parents. Parfois, ils étaient en Russie en colonie de vacances, puisqu'à l'époque, on leur interdit de rentrer. On sépare dans les zones qui ont été occupées souvent les enfants. On prend les enfants, on les sépare des parents. Et dans un nombre que je n'arrive pas à déterminer, parce qu'on entend toutes sortes de chiffres, je voulais vous demander combien d'enfants ukrainiens, dans les zones occupées par les Russes, ont été emmenés de force, séparés de leurs parents par les forces russes depuis le 24 février. Pour vous donner les chiffres exacts, on calcule déjà, on ne connaît pas les chiffres sur les territoires occupés. L'ONU nous donne le chiffre qu'il y a 750 000 enfants ukrainiens qui se retrouvent maintenant sur le sol russe. Sur le sol occupé? Non, sur les territoires russes. Pas sur les zones occupées, en Russie et en Crimée. 750 000 750 000, mais avec les parents aussi. Ah. Donc, c'est un chiffre total que dans l'ONU, et c'est depuis 2014. Le chiffre dont l'opère l'autorité ukrainienne, c'est le chiffre 13 000, parce que c'est exactement 13 000 et quelques, hein, j'arrondis un peu, mais c'est 13 400 quelque chose, familles qui ont réclamé l'enfant déporté. Ça veut dire qu'avec les parents vivants, on a récupéré les enfants et on ne sait pas où ils sont. Et il paraît, il y a déjà 500 enfants ukrainiens qui étaient adoptés dans les familles russes, voilà. Tandis que ces enfants, ils ont leurs parents ukrainiens. Et quand vous parlez avec tous les avocats de tout le monde entier, tout le monde confirme que c'est un acte de génocide. C'est un acte de génocide en tout cas de crime de guerre, en tout cas, et de tentative de génocide, on dit ça. Parce que quand vous récupérez les petits-enfants, c'est avec intention que cet enfant oublie ses racines, on le russifiait, il oublie son langue, il oublie ses parents. C'est exactement ce qu'ont fait les nazis quand ils ont sélectionné les garçons et les filles blondes avec les yeux bleus en Norvège, en Europe du Nord, en Suède, peut-être en France. Et après, en Allemagne, ces enfants, ils ne savaient pas ses racines. Ils ont été adoptés. Et, voilà, et embrigadés, bien sûr. C'est la même chose que font les Russes pour aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit en Ukraine en ce moment, puisque vous passez des heures et des heures chaque jour en contact avec des Ukrainiens? Ils pensent quelle est leur réflexion sur la guerre? Ça fait quand même bientôt 13 mois. C'est très difficile. Hein. On est fatigué, on ne cache pas. Oui, on est fatigué, on est épuisé, mais on ne cède pas. On continue et on espère. Franchement, toutes les sociétés ukrainiennes pensent qu'à la fin du printemps, on va libérer le territoire ukrainien, que notre armée va arriver à la frontière. Et tout le monde sait que c'est une espérance, que c'est pas. Hein,
C'est pas fait. Mais vous savez, ce n'est pas uniquement l'espérance, c'est quand même le calcul de notre service de renseignement, parce que nous avons le général Boudanov qui dit toujours les choses qui arrivent après. Et on croit à... C'est un calcul, si vous voulez, qui a été fait par l'état-major et par le service de renseignement, que si on arrivera à avoir tout l'armement qu'on a été promise, on arrivera avec telle intensité que nous voyons maintenant, même à Bakhmout, nous pouvons arriver aux frontières de 91 d'ici à la fin de... Vous savez, le principe d'une guerre, c'est que chacun considère qu'il a toutes les chances de la gagner, sinon il n'y aurait pas de guerre. Ça, c'est vrai. Bon, juste une chose. Tout le monde dit, alors c'est la phrase qui circule partout, et à juste titre, puisqu'on n'a jamais démontré le contraire, toute guerre finit par une paix. Voilà, c'est la règle. Et c'est vrai. Ça prend plus ou moins de temps, c'est une paix plus ou moins durable, mais enfin, toute guerre a trouvé un jour un arrêt des armes. Quelle est dans l'idée des Ukrainiens? Alors, on connaît le plan de M. Zelensky, qui est donc le chef d'État ukrainien. Il a fourni un plan de 12 points. De 10 points, pardon. 12 points, c'est le chinois. 10 points sur les conditions. Non, évidemment, aucune de ces conditions n'est acceptée ni acceptable jusqu'à présent, en tout cas par la Russie. Comment les gens écoutent quand on est ukrainien, dans la maison, qu'on entend des bombes tous les jours, et on entend à la radio des plans de paix, la paix possible, il faut que la paix arrive le plus vite possible, etc. Quel genre d'effet ça fait sur une population qui est bombardée quasiment chaque semaine depuis 13 mois? Vous savez, c'est une espérance, la paix, pour tout le monde, forcément. Oui, mais on a notre vision de paix. Et cette vision de paix, elle est absolument claire pour nous. On arrive jusqu'à les frontières, on arrive à la défaite de l'armée russe, et on met à la justice internationale, un tribunal spécial international pour les gens qui ont commis l'agression contre l'Ukraine. Il ne faut pas mélanger avec le CIP, le Cour pénale internationale qui est à La Haye. D'ailleurs, le juge suprême de cette cour est venu la semaine dernière en Ukraine. Et en fait, on a bien compris que le tribunal spécial international, ce sera quelque chose complémentaire au cours pénal. Tribunal spécial. Voilà, oui. Tribunal spécial pour juger contre le crime d'agression. Et c'est possible même de juger Poutine par défaut. Ça veut dire pas le mettre par contumace. Oui. Voilà. Le fait de le reconnaître comme coupable, comme un criminel, criminel d'agression, ça a permis déjà ça donne certaines conséquences dans les relations internationales, bien sûr, mais puis ça aussi, ça donne un signe au peuple russe de bouger et de faire quelque chose, aux opposants russes, par exemple. Donc pour nous, c'est très important. Donc l'OP, pour nous, il finit par le tribunal. Parce que s'il n'y aura pas de tribunal, si on ne va pas mettre aux justices tous ces crimes d'agression et crimes de la guerre, on aura le revanche même si on fait la défaite de l'armée russe. Et d'ailleurs, c'est confirmé déjà par les magistrats, par les spécialistes internationaux, que le putinisme était possible parce que malgré Nuremberg, on n'a pas fait le Nuremberg contre le régime de Staline. Oui. Nuremberg contre le nazisme allemand, il a bien eu lieu, tandis que le tribunal pour juger les crimes du régime de Staline contre son propre peuple, contre le peuple des pays voisins comme Pologne, comme Tchéquie, comme Slovaquie, il ne s'était jamais jugé. Donc, bien sûr, maintenant on a la revanche. Maintenant, on aperçoit que les Russes, ils soutiennent Staline à nouveau, et Memorial, j'allais vous le dire. Voilà, est interdit. Donc, on aura autant de Poutine et autant de revanches et autant de guerres comme celle-là, autant qu'on n'aura pas le tribunal. Et puis, ce qui est important aussi pour juger le crime d'agression, parce que le crime d'agression permettra d'arrêter les actifs de la Russie partout à l'étranger, ce qui évitera, vous tous, nous aider avec votre budget pour la reconstruction, et la reconstruction de l'Ukraine sera par les accomplie oligarques par russes. les oligarques et par les actifs russes. Voilà, c'est la Russie qui va payer.
Ceux qui regardent, c'est une dernière question avant que vous puissiez leur parler. À la télévision, vous paraissez souvent sur LCI, mais il y a d'autres chaînes d'information continue. Beaucoup de gens ukrainiens ou même européens, français, allemands, disent en ce moment l'Occident fait une faute, ils vont pas assez vite, il faut qu'on aille plus vite, on n'aide pas assez l'Ukraine, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe, etc. Peut-être certains d'entre eux négligent ce que c'est que de monter une coalition internationale et de faire réunir des tanks de ci et là et s'occuper de tout ce qu'il faut avec, etc. Ceux qui croient que c'est facile se trompent. C'est une chose très difficile et très longue, parce qu'il ne faut pas que l'offensive soit ratée. Il faut que vraiment il y ait les conditions techniques, que tout soit préparé. Quand les Américains sont débarqués en Europe, on voit ce que c'est. C'était une chose énorme, qui prend 2 ans normalement pour être conduite. Bon, est-ce que chez les Ukrainiens en ce moment, il y a cette espèce d'insatisfaction devant ce qu'ils appellent eux, qu'ils considèrent eux comme la lenteur de l'Occident à réagir? Vous savez, on arrête maintenant de poser cette question, mais c'est vrai qu'on a été pas surprise, mais on s'est demandé, mais il faut 24 heures pour amener l'aide humanitaire à la frontière. Et tout le monde qui aide à l'Ukraine sait bien qu'au bout de 20 heures, votre voiture elle est à la frontière, n'est-ce pas? On se demande, mais pourquoi ça prend les mois? Et on a découvert en fait que c'est parce que avec chaque annonce de livraison de l'arme, l'esprit pratique et rationnel européen pensait que Poutine va s'arrêter parce que le militaire normal, le général normal, quand il voit cette quantité, cette alliance de 40 pays, cette OTAN qui est mobilisée, il s'est dit, mais mon Dieu, mais il faut arrêter ça tout de suite parce qu'on ne va jamais arriver à faire la guerre avec tout ça. Et d'ailleurs, Patrushev, le chef du FSB russe, il a annoncé, il a dit clairement, après la décision sur les chars, il a dit, nous ne sommes pas prêts à mener la guerre avec tout ça. Donc, les Européens espéraient arrêter comme ça par les déclarations Poutine. Et c'est ça qu'on rapproche aux Européens parce qu'on vous comprend. Vous ne les connaissez pas, les Russes, mais nous les connaissons. Vous croyez qu'ils vont avoir peur, mais ils s'en foutent parce que ce n'est pas les militaires qui mènent cette guerre. Cette guerre, elle est menée par une seule malade mentale, une hystérique qui veut absolument son Bakhmout à tout prix. Vous voyez? Donc, les Européens essayaient. On sait qu'il y avait les négociations entre les Américains et les généraux russes, et on a toujours espéré qu'on pouvait éviter les grandes batailles comme celle de Stalingrad. Bon, mais il faut dire que les médias ont aussi monté un peu la tension, parce que tout le monde attendait la bataille de Stalingrad comme on attend le match de foot, ce qui nous a fait beaucoup de peine, à vrai dire. Et vous avez vu que la stratégie du général Zaloujny, elle est quand même très différente de tout ce qu'on attend. La stratégie, en fait, c'est disperser dans les petits groupes et faire une sorte de bataille des partisans, de nuisance, si vous voulez. Ne pas confronter, parce que pour général Zaloujny, chaque soldat, c'est son fils. Il dit, chaque soldat, c'est mon fils. Je ne l'envoie pas mourir, je l'envoie gagner la guerre. Donc, il a sa stratégie et l'armée ukrainienne évite les grandes batailles comme Stalingrad. Il n'y aura pas les grandes batailles comme Stalingrad. Donc, les Alliés pensaient calmer par la déclaration de cette énorme quantité de tout, mais ça n'arrête pas les Russes. Aucune quantité de l'armement ne s'arrêtera pas. 140 millions de chairs au canon qui sont prêtes à les battre pour le bien de Poutine. D'ailleurs, nos militaires disent que toute cette chair à canon qu'ils exterminent en masse, c'est terrible de dire, on a tellement banalisé le mort maintenant avec cette guerre qu'on parle facilement, on extermine 100 000 personnes par jour. C'est terrible de le dire, même s'il s'agit des Russes, ce sont les êtres humains quand même. Mais nos militaires disent qu'ils sont dans l'état incroyable. Normalement, la personne qui va comme ça directement attaquer, au moins il se cache, il essaie de se sauver. Eux, non, ils vont tout droit comme les zombies. Et certaines personnes qu'on arrête, qu'on prend comme les prisonniers, ils sont absolument drogués. Donc on pense que c'est vraiment les gens qui sont drogués, peut-être ils boivent beaucoup et tout avant, parce qu'ils n'ont pas de choix. Derrière eux,
il y a l'autre, Oui, il y a les bataillons qui les fusillent s'ils reculent. Donc, si on va juger Poutine contre agression, pour le crime d'agression, mais il faut aussi le juger pour génocide contre son propre peuple. Et voilà, pour revenir à la question et en fait, c'est un hiver, quand il y avait cette bascule de compréhension qu'on ne peut pas arrêter Poutine par les négociations. On ne peut pas l'arrêter même par la déclaration de tout cet armement qu'ils vont fournir. On a tout compris enfin, et en Europe et aux États-Unis, que la défaite militaire va résoudre la question. Voilà. Donc, comme je vous l'ai promis au début, Oksana ira dans la salle d'à côté, là où il y a les libraires, et continuera avec vous à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. Voilà. Merci beaucoup, Oksana, d'avoir été avec nous. C'est à moi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour toute votre aide que vous donnez à l'Ukraine. C'est très, très précieux.